Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Saltikos, bienvenue à bord du Tirpitz, un des deux protagonistes de cette vidéo. Alors, pourquoi le Tirpitz? Et puisque je parle de deux protagonistes, nous parlerons ensuite du Bismarck. Nous d'abord, on va même pas en parler en premier du Bismarck. Alors pourquoi je parle de ces deux cuirassés? Euh, Parce que la thématique de cette vidéo, c'est de redonner un petit peu, remettre un peu au goût du jour la puissance de ces deux cuirassés qui ont un petit peu perdu leur superbe depuis quelque temps, enfin carrément depuis l'arrivée des cuirassés français. On parle un tout petit peu moins du Bismarck et du Tirpitz, on en voit un tout petit peu moins. Et il n'est pas bon, dans mon propos comment dirais-je, vous inciter à jouer le Bismarck et le Tirpitz. Moi-même, je les joue assez peu, c'est pas mon type de gameplay préféré. Mais néanmoins, je suis un peu nostalgique de cette période où on en voyait beaucoup, où on en voyait en tout cas suffisamment. Il n'était pas rare que des journées entières se passent et qu'à chaque bataille tier 8 que l'on faisait, tier 8 ou autre, hein, ou plus, on tombe sur des Bismarck, des Tirpitz, un ou deux, voire trois par équipe. Là, c'est un tout petit peu moins fréquent. Je ne m'explique pas la raison, mais je pense effectivement que l'arrivée des cuirassés français, incontestablement supérieure à tir égal, je pense au Richelieu, qui a démontré qu'il pouvait dégommer un Bismarck sans aucun problème, ou un Tirpitz, a fait que ces navires ont un petit peu moins la cote à l'heure actuelle. Alors on va pas être plus long que ça. C'est la raison pour laquelle je vous mets ces deux batailles très différentes dans l'esprit, parce qu'il y en a une c'est du PVP pur, une bataille aléatoire, l'autre sera avec le Tirpitz en bataille classée. Mais dans les deux cas, on va voir que ces deux navires ont encore de beaux jours devant eux. A tout de suite en bataille. Voilà, c'est parti, nous sommes sur la carte de frères, à bord du Bismarck du commandant Falco. Il est seul, en ce sens qu'il n'est pas en division, je veux dire. Donc c'est une bataille tier 8. A priori, donc il est top tiers. Il va faire équipe avec un Richelieu en termes de cuirassé. En face, c'est Richelieu à Magui. Bon. Il y a un croiseur tier 8. En face, c'est un New Orleans, chez eux, c'est un Mogami. Et un destroyer tier 8. Chez eux, c'est un Z-23. Chez l'ennemi, c'est un Kagero. Alors, la particularité du Bismarck, il y en a plusieurs. La particularité du Bismarck, c'est bien sûr ses secondaires qu'il faut maximiser. C'est aussi une certaine tendance à la dispersion sauvage quand on tire comment dirais-je, quand on tire à longue distance. Et Falco nous a fait une vue, on va la reprendre cette vue, puisque Falco vient de s'apercevoir que tous les cuirassés, sans exception, partaient sur la droite. Et vous voyez qu'à la différence de votre serviteur, qui lui continue bêtement en disant on va faire en mode Gandalf, et Falco, il va, comment dirais-je, se chercher une position un peu plus safe, donc il s'approche des îles, pour pas donner d'angle à ses adversaires. Mais tout comme moi, il va rester sur ce mode Gandalf. Seule différence, c'est que lui, il se cherche une passe un tout petit peu plus sécurisée, on va dire. Ah, et oui, il cherche toutes les options pour faire un ou deux shoots sympathiques. Disons clairement que le Bismarck n'est pas à proprement parler son navire favori, hein. Un peu comme moi d'ailleurs, on a un petit peu de mal à trouver la position adéquate avec le Bismarck. Mais disons qu'il est évident que le Bismarck n'est pas fait pour tirer à longue distance comme pourrait le faire un fuseau. Enfin, disons qu'il n'est pas fait pour tirer à l'extrême portée, limite de sa portée, comme pourrait le faire un fuseau, en faisant des dégâts.
Donc là, il était en mode Gandalf, mais en mode Gandalf un tout petit peu plus, un peu plus prudent que moi je ne le ferais, parce que moi je ferais ça probablement partie à l'extérieur, quitte à me faire un petit peu regarder de travers par tout le monde. Lui, il est dans une position plutôt sympathique, puisqu'il est bien anglais. Arrêté, certes, mais bien anglais. Torpille, torpille, torpille. Est-ce qu'il y aurait un... Est-ce qu'il y avait cette torpille? Il y a quelqu'un dans le chenal. Là. Je vois que ça. Il a fait un petit 11 000 hein, quand même sur le fuseau. Hein, bravo. Fuseau qui avance à petite vitesse. Il l'a vu. Il lui tire dessus. En lui enlevant un petit 7000 quand même. Mais ce petit jeu là, pour l'instant, il en est à 15 000 de dégâts déjà. Non, je pense pas qu'il y ait quelqu'un dans le final. À tous les bâtiments, concentrez le tir sur la cible. Étonnant. C'est autour du Buyoni maintenant, cette mise en marche arrière. Enfin là, il redémarre. Donc la salle risque de passer juste au ras de ses fesses. Ouais, là, ça n'a pas vraiment touché. Alors on note que la totalité des cuirassés alliés est partie se positionner très au nord et n'ose pas avancer. Pas de push. Et de leur côté, ils sont opposés, enfin ils ont une force assez conséquente. Hein. 2 destroyers, 3 croiseurs et Falco sur son Bismarck pour résister à la poussée et à l'offensive ennemie autour de D. Et D leur appartient. Donc ça c'est plutôt sympathique. C'est plutôt bien pour l'instant. Cuirassés qui visiblement, les cuirassés ne savent pas, visiblement ne savent pas quoi faire. Hein. De leur boulet et de leurs obus, ils savent pas quoi faire. Encore des torpilles, ouais, il est évident qu'il y a quelqu'un dans le chenal. Là. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je l'avais soupçonné tout à l'heure, vu l'angle. Il y a quelqu'un qui est planqué dans le chenal, mais qui a intelligemment décidé de ne pas se faire voir et qui lance ses torpilles. Je pense c'est Falco qui visait avec son Bismarck. Et là, il y a donc un Mogami qui est parti à la chasse. Et il va falloir aller sortir celui-là parce que voilà, c'est un Kagero qui sert pas grand chose là où il est parce que sa furtivité ne lui sert à rien. Il a été repéré et il est coincé dans le chenal. Le Mogami va probablement le torpiller. Voilà. Enfin, en tout cas, il tente de torpiller. Le Kagero a intérêt à s'enfuir. Voilà, Shorts sorti par le lion. Le lion fait partie de la poussée autour de D. Shorts qui a eu qui s'est fait sortir par une salle et qui, non sans humour, on dit bien, bah c'était un joli tir. Ça, c'était du tir. Pas mal, hein, joli tir sur le Nuremberg. Qui est assez fragile, mais vous voyez, le Nuremberg, ça y est, il est à moins de 10 km 5 et il se mange les secondaires. Bon, là, il est caché, donc... mais dès qu'il va sortir, Nuremberg qui tente une opération désespérée pour capturer D. Un coup de bluff. On notera que le Mogami n'a pas réussi à flinguer le Kagero. Allez, les secondaires se mettent en action. Le Nuremberg est très très mal. Parce que là, à 7 km, le Bismarck il est juste dans sa distance de prédilection. Entre secondaire et voilà. Oui, c'est pas le Bismarck qui a sorti, mais ça va déjà un petit peu mieux pour lui.
La sortie du Nuremberg compense la perte de navires supplémentaires en plus du Shores. À savoir le Z-23 et le Fubuki, c'est pas des navires anodins. Ce sont d'excellents destroyers, tous les deux, et jolis. Ça, c'est les torpilles du Nuremberg. Donc Falco, Fred, on l'imagine, il est debout sur ses freins. Mais c'est bon, les torpilles n'étaient pas à bonne portée. Falco qui prend un petit risque. Hein, pendant un petit instant, il se met broadside face à un fuseau et un lion. Il y a mieux. Il y a mieux pour se mettre broadside sans risque. Fort heureusement, le fuseau ne s'occupe pas de lui. Et Falco qui redoute l'arrivée du Kagero, parce qu'on l'a perdu du Kagero. Il doit se demander si le Kagero n'a pas quitté la passe pour venir. Hein. Ah non, il est toujours dans la passe. Voilà, il surveille. Je ne sais pas si je l'aurais mis à ce moment-là. Ils ont scotché les deux cuirassés tout à l'est là-bas de la map sur la droite. Et on les voit plus là, on n'en voit plus. Hein, voilà, on les voit les deux. Et pour l'instant, ils sont bloqués et ne servent pas à grand chose dans leur équipe. Attention, torpille. Une belle petite esquive là, parce que le tir était assez musclé. Le Kagero qui est toujours dans la passe et qui fait peser une hypothèque importante avec son jet de torpille au milieu de la base. Il n'a pas commis l'erreur de sortir. Il se contente de faire des hits. Vous voyez, il a encore lancé des torpilles. C'est vrai que Bismarck, s'il pouvait accrocher Bismarck sur son tableau de chasse, ce serait un joli coup. Mais il se contente de faire l'essuie-glace et de lancer ses torpilles dès qu'il a rechargé. Résultat, il y a 3-4 navires verts qui sont devant l'entrée de la passe et qui attendent. Ça fait 4 navires qui ne sont plus sur le front. Mais ça risque de manquer tout ça. Même Falco s'est laissé prendre et est venu se mettre là. Du coup, ces canons vont manquer contre le fuseau et le lion. Je pense que Falco a dû réfléchir à la question, il sait ce qu'il fait, mais bon. Oui, quand même, c'est impressionnant, ces 3 navires là qui bougent plus. Grachepé, lui, est reparti. D'autant que si vous regardez les minimaps, il y a un destroyer qui est passé tout au nord. Voilà, Kagero est enfin sorti, il a commis l'erreur, il est sorti un petit peu à la Guadagen, il va tenter de torpiller le Mogami, qui va pas pouvoir l'éviter toutes les torpilles. Là-haut, la Katsuki et le Mahon se sont autodétruits, enfin se sont autodétruits, non, se sont détruits mutuellement. Falco poursuit sur sa lancée et va maintenant sur l'autre aile. Et c'est vrai qu'il faudrait arriver à sortir... Pour l'instant, petit à petit, les rouges rééquilibrent un petit peu le déficit. Plus d'hypothèque sur le chenal, donc maintenant on repart sur le front. Mais avec prudence, comme vous pouvez le constater. Et il profite que le Richelieu soit de profil pour lui envoyer de bonnes pralines. En plus, il est à la portée des secondaires. Mais pour l'instant, c'est plutôt les rouges qui sont en train de... prendre l'avantage. Richelieu qui a brusquement accéléré. Ah oui, citadelle sur un Richelieu. Ah oui, en effet. Ça, c'est les torpilles du Farragut. Il est de faire mal, mais on en prendra peut-être une ou deux. Non, elles ont dépopé. Ça, pas mal. Chanceux. Hyper Falco, chanceux. Ça, il n'a pas eu le Richelieu. Le Mogami
Mais au moins, donc ils tiennent encore la distance. Les Verts ont peu à peu vu leur avance grignoter, mais maintenant, bon, ils ont arrêté le déficit, et même s'ils ont un navire de moins, ils sont encore en tête du fait qu'ils aient l'égalité au niveau en termes de base. Donc pour l'instant, c'est au navire que ça va se passer. Là, le Bismarck fonce, peut-être avec l'idée de sortir un. Ah, c'est à New Orleans qui est dans le nuage de fumée. Il y a pire comme adversaire potentiel. Un navire qui va être très vite. Qui peut être très vite sorti du jeu. Alors New Orleans, bien sûr, il faut le sortir parce qu'il met c'est du 203 et il fait des. Il y a potentiellement la possibilité de mettre des incendies. Oh, jolie salve là, très jolie salve. Ce qu'il y a, c'est que le New Orleans c'est absolument pas blindé, comme tous les croiseurs légers américains, les croiseurs lourds américains, je veux dire. Là, on a perdu donc un croiseur tier 8, mais je rappelle que nous sommes à la période de l'année 2018 où il va y avoir le changement de l'arme technologique américain. Le New Orleans sera rabaissé d'un cran. Il deviendra tier 7, où il sera peut-être plus à sa place. Et on verra peut-être plus de belles parties avec le New Orleans. La problématique de Falco, vous voyez qu'il est en train de tourner parce que tout simplement le Champ Nord se rue sur lui. Et le Champ Nord, ça les torpille. Donc il faut qu'il évite des torpilles et qu'il se serve de ses secondaires autant que possible. Parce que le Champ Nord joue pas mal. Hein. Pour l'instant, il est en train de le charger là. Falco qui a interrompu les points de carte de rouge. Donc il a permis à son équipe de reprendre une centaine de points d'avance. Ils sont à égalité en termes de kills, mais pas en termes de puissance de feu. Les rouges ont quand même encore 4 cuirassés, alors que les verts n'en ont plus que 2. Et les 2 cuirassés en question verts ne sont pas ensemble. Il y en a un dans chaque carte, un sur A et un sur D. Falco n'a pas beaucoup d'aide à espérer. Hein. Les 3 croiseurs qui sont au nord de sa position sont plutôt sur le Namagi, qui est tout en haut. Mais là, on a une belle leçon d'esquive. Un char nord avec des torpilles peut largement sortir un Bismarck, sauf si le Bismarck joue intelligemment. Et c'est ce que fait Falco. Vous voyez il empêche le char nord de lancer ses torpilles. Il reste au-delà de la portée. Donc c'est vrai qu'il a fui le char nord, mais le propos, c'est pas de le sortir, c'est tout simplement d'éviter que le char nord se suive et de continuer à le faire des dégâts et de la couper en rondelles. Damagui, une rouge, n'a plus pour très longtemps. Par contre, ils viennent de perdre leur avant-dernier cuirassé, les verts. Voilà, Mogami a sorti Damagui. Il n'y a plus que 3 cuirassés chez les rouges, mais un seul, Falco, chez les verts. Falco qui est sur le point de sortir le char nord si on ne le pique pas. Mais ça, les joueurs n'ont pas d'état d'âme. S'ils peuvent lui piquer, ils le feront. Falco qui a obtenu gros calibre et voilà, le Mogami est sorti et fait son 4e kill. Au moins 2 d'entre eux, ou 3, peut-être même 3, sont des kills un petit peu sécurisés, on va dire. Voilà, ouf, les torpilles étaient bien lancées. Maintenant, la partie est un peu plus équilibrée, puisqu'ils sont 4 navires et plus que 3 pour les rouges. Certes, ils n'ont qu'une base, puisqu'ils ont perdu définitivement D. Il n'y a plus personne.
Falco ne commet pas l'erreur d'aller sur A. Il reste plus beaucoup de temps. Ils sont en 40 points. Ils préfèrent aller empêcher qu'on capte B, qui est le dernier point. Le compteur tourne. Là par contre, il s'attaque à un lion qui a assez bonne résistance hein, quand il est anglais comme ça et qui peut faire très mal. Par contre, les secondaires vont pas tarder à rentrer en action. Voilà, c'est parti. On est à 138 cas de dégâts, hein, c'est énorme. Le lion qui a commis l'erreur de se cacher derrière l'île parce qu'il a peur des torpilles. Plus que 14 points d'écart. Le lion n'a pas réussi à prendre, le dernier point de cap des Verts et il s'est fait sortir. Fin de la guerre. Gegnerische Schlachtschiff gesunken. Retour sur le Bismarck et sans transition, on attaque les écrans. Donc gros calibre et soutien pour les deux achievements du Bismarck d'aujourd'hui. 3918 d'XP, 196 d'XP libre. Je pense que c'est une de ces bonnes parties en Bismarck que peut faire Falco. Qui n'est pas un grand fan du Bismarck, qui a toujours eu un petit peu de mal avec, mais qui a sorti une vraie bonne bataille avec 158 000 de dégâts. 206 coups à la secondaire, 2 citadelles, 2 navires coulés, 66 coups au but, c'est pas si mal du tout. Bien sûr, il est premier, assez nettement d'ailleurs devant le Mogami. Vous voyez qu'avec ses 4 kills, le Mogami a sécurisé un petit peu trop de kills. Et résultat, et voilà quoi. C'est pas pour autant qu'il est monté très très haut. Ceci dit, il a fait le job. Il a carrément fait des dégâts parce qu'il est quand même second avec un très honorable 1568 points d'XP de base. 1930 pour Falco, donc une avance assez conséquente. Alors ensuite, est-ce qu'on... Voilà, on attaque les dégâts. 21 000 sur le lion. Je regarde un truc, oui c'est bon. 21 000 sur le lion, 17 000 sur le New Orleans, qui sont ses deux victimes. 47 000 sur le Chernorst. Vous voyez qu'il y avait largement la possibilité de le sortir. 33 000 sur un Richelieu, 20 000 sur un Nuremberg, 15 000 sur le Fuseau. Il a parcouru un petit 55 km. En fait, il a pratiquement pas quitté la base et les alentours immédiats de la base, mais bon, c'était sa tactique, c'est ce qu'il fallait faire, il fallait défendre sa base. Il a tanké pour 1,5 million, le Bismarck peut tanker largement plus, mais il a su se positionner à un endroit où il fallait pas qu'il tanque plus. Hein. Il était le seul cuirassé à défendre ce coin-là de la base à un moment donné. En termes de dégâts, c'est que d'AP, 184 obus tirés, 68 atteints, c'est un petit 1 sur 3, 121 000 de dégâts, et à la secondaire, 23 000 de dégâts, ce qui est plutôt bon, plus 12 000 de dégâts à l'incendie. Voilà pour cette bataille, une bataille qui est très intéressante. On a vu effectivement que stratégiquement parlant, le Bismarck pouvait effectivement jouer, peut-être pas les tourelles flottantes, mais en se positionnant à un endroit assez safe, et en laissant venir les adversaires à lui, il pouvait faire pas mal de dégâts. Voilà, maintenant nous retrouvons dans la base des sous-marins pour parler du Tirpitz. Là, le Tirpitz va être en bataille classée. L'esprit en est légèrement différent, mais on est toujours dans la volonté de voir à quel point un navire comme le Tirpitz ou le Bismarck peut avoir sa place dans une bataille classée et peut avoir sa place quand il est entre deux très bonnes mains. A tout de suite en bataille. Et voilà, alors nous sommes dans la carte voisin, en bataille classée, donc il y a ces fameux 3 points en triangle. Papy qui nous a fourni cette vidéo, et je l'en remercie, étant à bord de son Tirpitz, visiblement en vue, la manière dont il tourne les tourelles, il peut partir sur A, et déjà certains disent de commencer à se concentrer essentiellement sur les DD. Ça c'est la première remarque. Et Papy explique que son plan, ça va être d'aller sur A
et de pousser sur B. Voilà son idée. Donc il a prévenu tout le monde qu'en tant que Tirpitz, son but va être de foncer sur A dans un premier temps. Alors le matchmaking est très équilibré. Alors on a un choc à couvert contre le Lexington, double Tirpitz vert contre Tirpitz et Amagi chez les rouges, Hyper contre Charles Martel en termes de croiseur, Mogami contre Mogami, et deux destroyers, Benson Kagero contre Z23 Arrêt Kazé. Alors, on ne peut pas franchement parler d'avantage d'un côté ou de l'autre. Le fait que ce soit deux Tirpitz contre un Tirpitz et un Amagi, c'est-à-dire un Amagi qui est plus un sniper, pourrait laisser penser, avec un tout petit peu de talent, que les rouges pourraient être avantagés. Mais bon, des arguments de part et d'autre sont aussi bons. Là, le Mogami, voyons, là, il risque de prendre très cher. Parce que, évidemment, la proximité des points A et B fait qu'il y a un gros, comment dirais-je, une grosse, voilà, jolie double citadelle sur le Mogami. Il y a ça se frite terriblement dès le départ. Et le Mogami, voilà, vient de... Déjà, Papy a donné une première indication au Mogami. Tu ne te mêles pas de... D'ailleurs, le Mogami, il en est mort, hein, puisque l'autre Tirpitz a fini. Tu ne te mêles pas de la bataille. Du coup, les ennemis vont se retrouver un petit peu calmés. Ouais. Visiblement, il y a un croiseur qui est en train de caper B, le Charles Martel, mais il est... voilà, il finit par caper. À noter que le troisième point était capé par les rouges. Probablement, ben, forcément un DDD. On notera que le porte-avions rouge a préféré aller verser. Il ne reste pas à l'abri derrière sa flotte. Et que le DD qui est ici, c'est Z23, donc c'est l'arrêt Kazé qui est sur C et qui menace les arrières maintenant de la flotte verte. Voyons comment Papy va s'en satisfaire. Il a été un tout petit peu focus, mais pas plus que ça. La Maggie, par contre, montre toujours son flanc. Mais il a l'intelligence de ralentir sa vitesse. Et donc, elle rend inopérant cette salle du Tirpitz. Après, c'est savoir si le deuxième étage de la fusée de la tactique de Papy va fonctionner, c'est-à-dire maintenant pousser sur B. Il y a quand même pas mal de monde, toute la flotte ennemie est là, à l'exception d'un destroyer et d'une porte-avions, bien sûr. Voyons ce qui se passe, il semble que au moins il y a un croiseur qui l'accompagne pour pousser sur B. C'est le Hyper qui... Alors joli, ils vont même pas se taper dessus, c'est très bien. Enfin, ils sont rentrés dedans, c'est excellent. Dans la maîtrise de leur navire et de leur manœuvre, c'est excellent. Le deuxième Tirpitz, on voit dans la minimap, reste en broadside et puis les soutiens de loin, mais il n'a pas d'intention de les suivre. Alors que le Kagero a coulé un DD. Enfin, les rouges commencent à remarquer des points, puisqu'ils ont coulé un navire à leur tour. Mais malgré le déficit enfin, malgré le fait que les rouges aient 2 points, ça reste quand même de justesse les verts qui sont en tête. Ils ont coulé un navire de plus, évidemment. Bon, là, les rouges sont sont peut-être un peu en difficulté, parce que là, ils vont passer derrière l'île, en d'autres termes, ils ont... Effectivement, ils vont plus avoir... Il y a déjà les canons du Tirpitz du Tirpitz rouge qui ne sont plus opérationnels. Là, le Charles Martel ferait mieux de s'en aller, parce qu'il va se prendre voilà, un tir méthodique de la part de Papy. Pauvre citadelle, et ouais, et parfait. Parfait, juste sous la ligne de flottaison. Il a fait très mal au Charles Martel et oblige le Charles Martel à s'en aller. Donc, deuxième navire dont les canons ne sont plus opérationnels. Alors que dans le dos, le DD, le dernier DD, est en train de rusher le porte-avions. Dans le dos, on le voit en, comment dirais-je, en D4. Mais le porte-avions se défend. Il a envoyé un chasseur pour flotter le DD qui veut le rusher, et c'est bien.
Ça y est, les rouges sont repassés devant. L'autre Tirpitz a préféré passer derrière l'île. Et le Hitler a coulé le Charles Martel. Alors avantage net maintenant. Donc là maintenant le deuxième Tirpitz rentre dans la danse. Là on peut s'attendre probablement à ce que les deux Tirpitz de l'équipe verte se mettent sur le Tirpitz de l'équipe rouge. La Maggie est étant la Maggie étant vu l'angle de la Maggie qui se montre de face, il n'est pas très utile. Il n'y a que 2 tourelles qui sont opérationnelles sur la Maggie. Ah, Papy va-t-il faire un coup à la DD, c'est-à-dire sortir de flanc et torpiller la Maggie? Non, il avance très légèrement. Parce que là, la Maggie, non, c'est pas lui qu'il faut regarder Papy. La Maggie est 6 km. En plus, il a tourné 5 km, voilà, c'est bien. Papy, il a vu. On voit, il était en train très nettement de s'aligner. Par contre, les torpilles, c'est même plus la peine d'y penser. La vitesse est là. Ça va rendre impossible dans cette torpille. Ah, ça va pas, c'est pas si possible que ça. Voilà, du Papy dans le texte. Non, c'est torpilles. Et déjà, les torpilles porte-avions. Elles sont ratées, les torpilles porte-avions, c'est étonnant. Deuxième set. Ouais, plus de Maggie. Dommage, Papy aurait mérité de faire son dégât. 86 000, donc ça y est, il est passé en tiers fois 10 000. Il aurait déjà réussi sa partie. D'autant que leur DD est en train, tout simplement, de caper B, comme prévu. Le DD rouge, on ne sait pas où il est. A-t-il interrompu à cette poursuite? Papy obtient gros calibre. Remarquez que Papy a une manière de jouer qui est toujours avec son tirpitz qui est très, très élégante. Quand il rentre en dogfight, il ne joue qu'avec ses 2 tourelles avant. Puis brusquement il se décale. Alors là, quand même tout ça se prête, il se décale pour lancer ses torpilles. Là, évidemment, voilà pourquoi il joue avec sa seule tourelle. Ses seules tourelles, parce que maintenant le tirpitz. Alors le tirpitz sont de l'autre côté, c'est globalement pour lancer ses torpilles, bien sûr. Mais là, Papy, voilà, il se décale d'un coup, et là, le tirpitz va se prendre tout dans les dents. Malheureusement, Papy aussi va se prendre tout dans les dents. Voilà, les deux s'entretuent. Et la bataille ne faisant plus aucun doute, il a obtenu gros calibre, et ce n'est qu'une égratignure. Il était évident que ça allait se finir comme ça. Les deux tirpitz ne peuvent que s'entretuer dans ces cas-là. Dans un dogfight pareil. Mais maintenant, de toute façon, les verts ont les 3 points. Le DD rouge est allé, vient chercher, c'est l'arrêt casé, vient chercher le porte-avions. Mais il s'est fait couler, voilà, frappe des vastes. Le Shokaku a fait une excellente partie, j'ai l'impression. En tout cas, ce qui est remarquable, c'est que, mis à part le Bogami, tous les navires de cette équipe verte ont fait leur kill. Ça, c'est très étonnant. Papy s'en tire avec un 135 000 de dégâts et il a tanké pour 1,2 million. C'est très honorable. On va voir si le Kagero va trouver le porte-avions. On sait globalement où il se trouve. Hein. Probablement derrière cette île là, qui est juste en face du Kagero. Pas tout à fait, non. Et ben voilà, le Lexington. Il devrait avancer un tout petit peu pour éviter justement de lâcher de torpille du Kagero.
Si le Kagero a lancé ses torpilles, c'est que le Lexington était à l'arrêt. Mais je crois qu'il avance, hein, le Lexington. Et le Kagero, vous voyez, alors c'est qu'un seul set de torpes. Je pense qu'il attend d'être à côté du Lexington pour lui envoyer dans la bouche ses meilleurs sentiments. La bataille est quand même assez rapide, hein, puisqu'il ne reste plus que. Il reste encore 9 minutes de partie. Unser Team hat die Führung übernommen. Lexington qui pourrait bien éviter les torpilles. Une seule qui a porté. Le Kagero qui est la smoke, donc il n'a pas la recharge de torpille, donc on ne fera pas. C'est la fin de la bataille, voilà. 1000 points. Retour au port des sous-marins, retour au bord et à bord du Tirpitz. Et retour pour les écrans de cette bataille. Alors, 9648 points, je rappelle que c'était une bataille classée. Papier finalement été détruit, 24 coups au but, 4 torpilles au but, 4 inondations. Et oui, ben vous prenez le papy avec un cuirassé, trouve le moyen de faire du torpillage façon d'aîné. 3 citadelles, un navire coulé, 3 incendies, 97 coups à la secondaire. Ah, c'est beaucoup. Il finit premier, assez nettement d'ailleurs, devant le Shokaku et le Hyper, et le Kagero qui sont. Les autres sont presque dans un mouchoir de poche. Il n'y a guère que le Mogami qui s'est fait couler en premier dans leur équipe, qui est un petit peu plus bas. Mais pour le reste, il a vraiment fait le travail. 70 000 sur un Tirpitz, 28 000 sur un Mogami, 24 000 sur la Maggie, 11 000 sur le Charles Martel. Il a parcouru 28 km, mais dans une bataille classée, c'est presque normal, aussi peu. 2 km parcourus, c'est un jeu plus sur le. Comment dirais-je, un plus statique, plus un jeu de position. Par contre, ça l'a pas empêché de tanker 1,2 million. En termes d'obus tirés, bien sûr, ce n'est que de la paix. Il en a tiré 27 et il a fait 77 000 de dégâts. 4 torpilles, 8 torpilles lancées, 4 ont porté et 30 000 de dégâts. Comment dirais-je, à l'incendie, c'est 20 000. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Voilà qui explique en tout cas la formidable performance et une belle victoire du Tirpitz qui a montré que déjà quand on est en Tirpitz, il faut aller au contact, il faut être en tête de liste, mais il ne faut pas être seul et isolé, évidemment. Voilà, sans guise de conclusion pour cette vidéo, je ne veux pas franchement faire de longs discours. Vous avez vu 2 batailles avec, c'est vrai, 2 excellents commandants. Dans l'esprit, l'un comme l'autre jouent leur Bismarck avec beaucoup de finesse et beaucoup de stratégie, un esprit, un placement, un sens du placement, mais surtout c'est l'aspect stratégique, c'est-à-dire leur faculté à, comment dirais-je, à appréhender une situation, pas tomber dans le piège de la facilité, c'est-à-dire de se positionner à un endroit précis, alors qu'ils ont parfaitement identifié qu'il faudrait qu'ils soient ailleurs pour optimiser leurs dégâts, pour mieux défendre les bases ou pour savoir pousser à un moment précis. C'est toute la qualité de ces 2 pilotes que j'ai toujours beaucoup de plaisir à voir jouer et à en commenter les batailles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que l'on se reverra très bientôt. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter, partager, essayez de me faire connaître. C'est bien aussi que la communauté s'agrandisse. En tout cas, je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.